Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très honorée de faire partie de cette belle aventure du Festival Maître Perle et d'être en ta présence, Anne-Sophie, pour initier cette grande série de conférences et de tables rondes. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Alors moi, j'ai juste envie de dire que ce thème me touche tout particulièrement parce que je crois que j'ai mené bataille à l'intérieur de moi pendant de nombreuses années sur le sujet de l'obstétrique et le sujet du plein potentiel féminin. Comment faire? Un vrai casse-tête. Un vrai casse-tête pour moi. Comment faire dans ce monde qui a choisi de médicaliser systématiquement toutes les grossesses et toutes les naissances? Comment faire pour retrouver, laisser la place aux femmes, aux familles et en même temps assurer une sécurité? Alors moi, j'ai été élevée comme sage-femme dans une école de sage-femme française qui était rattachée à un CHU à Rouen. Et c'était réellement une formation qui était entièrement médicale. Même la formation était médicalisée. Et je peux le dire, pendant 4 ans, j'ai vraiment souffert pendant les stages, parce que je me suis demandé pourquoi j'avais eu envie d'être sage-femme depuis l'âge de 5 ans, quand je voyais comment se passaient les naissances. Et en même temps, je voyais aussi beaucoup de magie. Je voyais aussi beaucoup de situations qui avaient été clairement sauvées par la médecine. Alors, je me retrouvais là au milieu et s'en venait une réelle lutte à l'intérieur de moi. Alors, du coup, j'ai choisi de tout quitter, de partir à Madagascar où il y avait là pour le coup rien. Hein. Je suis allée dans la polarité inverse, où j'ai accompagné des naissances dans des petites maisons en terre, perdues au milieu des rivières, sans hôpital à proximité. Donc, c'était vraiment, je crois que j'avais vraiment besoin de déconstruire tout ce qu'on m'avait enseigné pour aller vraiment toucher un autre cœur, hein, qui, je pense, était juste l'autre extrême, l'autre polarité du pendule. Et j'ai vécu des états de stress inouïs parce que, justement, pas l'appui de la médecine occidentale, qui, elle aussi, fait des miracles. Et en même temps, les femmes africaines m'ont montré leur plein potentiel. Et je suis tombée à genoux devant elles. Et donc, ça a été tout un processus pour moi pour venir réunir ces deux polarités à l'intérieur. Et ça s'est passé quand je suis retournée dans mon pays, la France, en 2017. J'y suis retournée et j'ai bien vu que si je continuais avec cette lutte, j'allais continuer à beaucoup souffrir et que c'était vraiment pour le bien des couples, des familles que j'accompagnais, qu'ils puissent avoir la chance d'avoir une sage-femme qui puisse être en paix à l'intérieur. Alors, gros défi, ça a été tout un chemin intérieur, hein, un chemin de connaissance de moi-même, un chemin pour aller guérir beaucoup de blessures de mes études, où on a la posture la pire, parce qu'on est étudiant, on assiste, on participe, et on n'a pas la possibilité de choisir. On n'a pas la possibilité de choisir l'accompagnement. Donc, ça a été vraiment beaucoup de souffrance. Comme je suis revenue en France en tant que sage-femme, que j'ai pu m'installer en libéral, que j'ai pu donc être libre, comme son nom l'indique, vraiment libre de choisir le type d'accompagnement que je voulais offrir. Voilà, j'ai choisi vraiment de faire corps avec le corps médical pour que les patientes aussi, les femmes, les couples, les familles puissent aussi faire corps avec leur propre corps et corps avec le corps médical. Hein, mais ça, je pouvais en parler pendant des heures, mais si ce n'était pas incarné à l'intérieur de moi, je pense que c'était plus compliqué. Donc, j'ai fait tout ce chemin-là pour aller ouais, un chemin de pardon, je pense, hein, aussi de mes confrères et consoeurs des hôpitaux que j'avais croisés pendant tout ce chemin, pour aussi entendre les limites de leurs conditions de travail, qui sont complètement extrêmes. J'ai énormément d'admiration pour mes confrères et consoeurs qui travaillent dans les hôpitaux, parce que c'est un milieu extrêmement hostile. Et pour moi, c'est un milieu qui est contre nature, hein, qui est contre la nature même, hein, de cet accompagnement qui je pense, devrait être offert aux familles, même dans un contexte pathologique. Hein, donc les conditions de travail, les sous-effectifs, le rythme, etc., montraient que clairement, ils étaient face à une difficulté énorme. Donc voilà, j'avais envie de commencer cette conférence. Je suis très touchée de ta présence, Anne-Sophie. Et pour vraiment amener ça, amener ce chemin de l'unité, hein, ce chemin à la fois de la conscience, oui, qui remet en question, bien sûr, ne jamais oublier d'avoir ce regard critique, mais qui vient du cœur, hein, critique en disant, ça, c'est pas OK, hein, ça, c'est pas juste. Hein, et en même temps, voilà, ce regard aussi qui peut comprendre les limites de chacun et devenir vraiment inclure, hein, un chemin vraiment d'inclusion et jamais d'exclusion. Voilà. Donc, je me remercie vraiment d'avoir autorisé à vivre ces deux grandes polarités parce que c'est en les connaissant
hein, que j'ai pu trouver le chemin un peu plus du milieu, même si je continue à faire ça de temps en temps, évidemment. Hein, je ne suis jamais arrivée, mais on va dire que je connais un petit peu mieux, voilà, ce chemin du milieu. Merci Amandine, c'est très beau. Moi, je suis aussi très, très fière et honorée que tu prennes la parole dans ce sens en tant que sage-femme. Je vais décrire un petit peu mon parcours aussi. Donc moi, il ressemble beaucoup au tien. Donc je suis gynécologue obstétricienne. Donc moi, j'avais le pouvoir de décision, hein, parce que les médecins ont le pouvoir. Et j'ai observé les femmes aussi. C'était pas à Madagascar, mais juste à côté à La Réunion, où c'est pareil, on peut sortir de tout ce cadre conventionnel de comment il faut être au moment de l'accouchement. Et c'est les femmes qui m'ont beaucoup appris parce que je les ai observées. Et j'ai observé qu'elles ne rentraient pas parfois dans nos protocoles médicaux, qu'il y avait des choses qui se passaient qui, pour moi, au début, c'était des miracles, je ne sais pas comment les qualifier. En tout cas, ça sortait des protocoles et c'est là où j'ai senti qu'il y a quelque chose d'autre à comprendre de la naissance et justement du potentiel des femmes, comment elles font ces femmes pour sortir de nos protocoles et faire que ça se passe ou pas. Donc, en tant que médecin, je voulais quand même des règles très strictes. Et donc, je suis allée étudier la médecine chinoise, l'ostéopathie, le MDR, l'hypnose et tout ça pour comprendre comment on peut avoir une influence subtile sur ce qu'il se passe au moment de l'accouchement. Et toutes ces découvertes, ça me faisait encore des techniques à adopter. C'était encore des protocoles, même si c'était des protocoles d'ostéopathie et que ça marchait bien aussi. Il a fallu sortir de tous ces protocoles pour retourner dans l'être et retourner bien sûr dans un travail personnel pour toucher à ce potentiel et à ce sacré qui se passe au moment de la naissance. Nous, pendant nos études de médecine ou de sage-femme, hein, le sacré, on n'en parle jamais. Pourtant, il est là tout le temps et on le voit lors d'une naissance, on le voit qu'il se passe quelque chose d'autre de notre monde purement matérialiste et protocolaire. Et donc, c'est les femmes qui, en les observant, qui m'ont appris. Et aussi, c'est un travail, comme ce que disait Amandine, personnel, sur soi, de se débarrasser de tout ça pour aller justement toucher dans l'instant le sacré qui est là maintenant. Voilà. Alors Amandine, je te laisse peut-être continuer pour lancer... nous maintenant, donc voilà, ça, on s'est présenté toutes les deux. Nous maintenant, en tant que femmes, je vous vois par Zoom. Il y en a peu qui sont enceintes. Sûrement, il y en a qui ont déjà eu des enfants. Comment nous, en tant que femmes, on va pouvoir toucher ce potentiel sacré dans notre vie, même en dehors de l'accouchement? Parce que c'est sûr qu'au moment de l'accouchement, il peut y avoir une ouverture énorme du cœur, de l'être, pour aller toucher à des sphères auxquelles on ne touche pas d'habitude. Et le but, s'il y en a un, c'est de révéler en nous l'amour inconditionnel. Et le féminin, pas les femmes, hein, le féminin sacré, c'est ça, c'est l'amour inconditionnel. C'est plus l'amour conditionné, il faut faire ça, ça, ça. Et la naissance est un moment extrêmement important où chacune, on va pouvoir toucher à ça. Et alors, ce qu'on décrit après, être dans cette extase. Mais avant d'y aller, dans l'extase, il se peut que l'on traverse des phases personnelles qui sont difficiles, qui vont nous libérer, c'est vraiment une libération de tous nos conditionnements, comme nous on s'est libéré des protocoles, et qui vont permettre que ce féminin, qui est pleinement de l'amour, de l'accueil de l'autre comme il est, hein, accueillir son enfant comme il est, et bien, tout ça, on va pouvoir le faire de façon très, très accélérée au moment du travail pour accueillir son enfant de façon sacrée et accueillir cet être singulier avec un amour inconditionnel. Donc tout ça, c'est des mots, mais nous, maintenant, là, on va peut-être pas accoucher, toutes là, hein, je vois des femmes qui... Comment on peut faire pour le manifester dans notre vie, hein, parce que ça peut se faire à chaque instant de la vie. J'aime beaucoup, Anne-Sophie, que tu invites les femmes aussi. Parce que je crois que voilà, on a tous notre part, on a la part des professionnels, on est très nombreux hein, à pour le moins initier ou être en chemin hein, de cette transformation intérieure, parce qu'on voit bien que ça pousse, hein, le monde pousse, les bébés,
ça pousse dans le dos, hein. Les familles ont envie de retrouver aussi leur pouvoir, de retrouver leur autonomie dans tout ce processus, hein. Donc, il y a de plus en plus de demandes. Donc, on voit que les maternités bougent aussi, hein. Si on parle des structures, on voit que les équipes bougent et individuellement, les médecins, les sages-femmes, voilà, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a aussi l'arrivée de beaucoup de doulas, hein, qui viennent comme des grandes messagères nous dire « Waouh, il y a une grosse partie que vous ne faites pas ». Hein, toute cette partie d'accompagnement, cette intimité, le fait de connaître quelqu'un, hein, qui va nous accompagner aussi sur le plan émotionnel durant tout ce parcours, hein, en anténatal, en postnatal et aussi au moment de la naissance, hein. Donc, je trouve que la présence des doulas est magnifique pour ça parce qu'elles viennent amener un complément incroyable à notre travail. Et je trouve qu'elles viennent aussi en révélatrice qu'il y a quelque chose qui manque, hein, dans cet accompagnement. Et moi, j'aime bien que tu convies aussi les femmes et les familles parce que ça va être un choix aussi profond. Hein, j'ai rencontré certainement comme toi aussi Anne-Sophie, hein, beaucoup de familles qui avaient besoin d'un point d'appui, hein, qui se plaçaient dans cette position de s'appuyer, par exemple, sur le corps médical, sur leur médecin, sur leur sage-femme, hein, pour pouvoir donner naissance. Alors bien sûr que nous sommes des piliers, hein, entre autres piliers, nous sommes des piliers au moment de l'accouchement, bien sûr, sur lesquels ils peuvent s'appuyer, mais c'est important qu'ils gardent leur centre, hein, comme tu parlais là tout de suite à l'instant. Et ça, c'est juste la responsabilité aussi de chacun. Hein, moi, je convie beaucoup les familles à s'informer, bien sûr, s'informer, se documenter, avoir les moyens aussi de choisir, hein, avoir les moyens de pouvoir positionner voilà, son choix, aussi clairement, avec une équipe hospitalière, avec une sage-femme, hein, quel que soit l'environnement. Et ça, je pense que c'est aussi tout un chemin de responsabilité, hein, d'une inversion de tendance qui, pour moi, est le grand défi de cette nouvelle ère. Hein, pour moi, de la même manière que j'ai expérimenté les deux polarités, hein, je crois qu'on a bien expérimenté la polarité aujourd'hui de la médicalisation systématique des grossesses et des accouchements, si je le résume comme ça. On a vu les bénéfices et on est en train de toucher profondément les effets collatéraux, si on peut dire, hein, les conséquences aussi de ce choix, hein, sanitaire, hein, qui a été de mettre toutes les femmes à l'hôpital. Hein, il y a eu trop de morts, maintenant tout le monde à l'hôpital. Oui, sauf qu'il y en a encore, mais c'est d'autres pathologies qui sont apparues. Donc, comment est-ce qu'on peut retrouver ce chemin du milieu aujourd'hui? Je crois que c'est le grand défi. J'avais envie de vous partager qu'ici au Brésil, je travaille avec une sage-femme traditionnelle qui s'appelle Danielle Siqueira, qui est une sage-femme traditionnelle brésilienne, mais elle est aussi docteure en sociologie et elle a fait sa thèse sur justement la rencontre des savoirs, hein, qu'aucun savoir n'est complet. Hein, et que la grande invitation, c'est que les savoirs puissent se rencontrer. Alors elle est gardienne en tant que sage-femme du savoir traditionnel, il l'appelle la tradition, hein, qui a été transmise de sage-femme à sage-femme depuis des générations et des générations. Et puis le savoir, hein, de la médecine que l'on connaît, la médecine conventionnelle. Et que l'idée n'est pas de supprimer l'un ou l'autre, mais de créer des espaces où ça puisse se rencontrer, où ça puisse se compléter. Et donc, je trouve que pour moi, c'est le grand défi de la nouvelle ère. Et ça ne va pas être un mouvement qui va seulement venir des professionnels, même si on a une grande responsabilité, et aussi des familles, vraiment des familles. Oui, Amandine. Alors, le fait de faire les deux, c'est très important. Alors, toi, tu travailles au Brésil. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en France et que nous sommes dans ce système français, le système hospitalier, où c'est vrai qu'il y a une sécurité. On a fait des grands progrès en médecine et la médecine conventionnelle est très importante. Ça permet de régler des situations où le seuil d'équilibre est tellement dépassé que par l'essence de l'être, on va être obligé de mettre des médicaments, on va être obligé de parfois faire des extractions par césarienne ou autre pour la survie de la mère et l'enfant, et c'est très bien, et merci. Après, dans ce cadre-là, qui est ce qu'il est pour l'instant, c'est comme tu le disais, d'accord, il y a les professionnels qui vont accompagner de façon autre, il y en a peu, mais même si ça se développe, même, il y en a encore peu. Ça va être la femme elle-même qui va pouvoir initier cette transformation et se dire, tiens, qu'est-ce que je ressens dans moi? Et ben, c'est moi qui vais faire. Même si l'équipe, parce que malheureusement, c'est ça la situation actuelle, hein, même si les équipes médicales ne sont pas reliées au sacré encore, la femme, elle, peut être reliée à son potentiel sacré. Et je vois là, par Zoom, des femmes qui ne vont pas accoucher, hein, je pense que c'est déjà fait dans leur vie. C'est pareil, dans des situations difficiles de la vie, le sacré va pouvoir se manifester. Qui c'est qui va le faire? C'est chaque être humain, chaque individu.
Alors, bien sûr, dans l'idéal, si on peut avoir une sage-femme comme Amandine, mais Amandine, tu es au Brésil, hein, ou une gynéco qui a cette compréhension, comme moi, il y en a d'autres, hein, on est peu, mais eh ben oui, mais en pratique, c'est 0,1% des personnels hospitaliers. Donc, juste on le sait, et il ne va pas falloir qu'on s'appuie sur ça. Il va peut-être falloir qu'on s'appuie sur des conférences comme celle-là pour savoir que c'est possible et qu'il y a un potentiel énorme qui est déjà en nous, qui va pouvoir se révéler à un moment difficile de la vie. Parce que si on est là et si on se questionne sur l'accouchement, c'est on n'est pas relié à ce sacré directement, sinon on ne se poserait pas de questions. Tu as vu souvent, sûrement à Madagascar, Amandine, ou moi à La Réunion, les femmes, elles ne se posaient pas de questions. C'était l'instinct qui faisait qu'elles accouchent. Nous, on n'est plus là-dedans. Nous, il faut que les choses soient bien, qu'on accède à quelque chose. Mais en fait, on est coupé de notre ressenti. Donc, on va faire on va avoir une envie, mais complètement déconnectée du ressenti de notre corps. Pareil pour après, quand je suis désolée de parler de la ménopause alors qu'on parle de l'obstétrique, mais voilà, la ménopause, c'est le féminin, il est coupé, voilà, on est hop, à la poubelle. Donc, on va avoir des manifestations X ou Y. Bon, il ne faut pas parler de la ménopause là, on parle de l'accouchement. Hein, mais le fait, il va falloir qu'on se reconnecte à nos sens et malheureusement, on l'a souvent oublié. Parce qu'on doit faire quelque chose, ça doit se passer comme ça. Et d'expérience, même des femmes qui se sont préparées à un accouchement plus physiologique, elles vont traverser des phases difficiles, des phases de désespoir, des phases de vide, des phases de tristesse, des phases où on va vomir des choses, de tremblement, où elles vont être perdues. Et c'est dans cet instant où on se sent perdu qu'on peut se retrouver. C'est très difficile à entendre et à dire, mais la réalité de ce que l'on va vivre à ce moment-là, c'est ça. Dans ce vide, le plein va se manifester. Et on a envie, donc, si on part pour accoucher de façon physiologique en se disant il faut que j'ai la bonne doula, il faut que j'ai la bonne sage-femme, il faut que j'ai la bonne maternité, ou alors chez moi, il faut que j'ai le bon mari aussi, on risque d'être déçu. Oui, Mais par contre, si on prend ce qui est à l'intérieur de nous, là, on ne sera, sans juger ce qui est là, on ne sera pas déçu. Vas-y, Amandine. Oui, mais c'est très, très juste ce que tu dis. Et d'ailleurs, Sonia met dans le chat, c'est l'aspect initiatique et j'allais exactement parler de ça. Et la grossesse, elle est là pour ça. Hein. C'est 9 mois de grande ouverture du corps, du cœur, hein, qui fait ressurgir plein de mémoires très profondes de notre propre histoire, de l'histoire de nos familles. Hein. Et ça vient comme une initiation, ça vient comme une opportunité hein, pour venir toucher ces espaces dont tu parles, Anne-Sophie, et avec des mots très, très justes. Et moi, je vois beaucoup dans cet état de vulnérabilité, on va essayer de le calmer. Mais non, mais tu devrais être contente, tu es enceinte. Mais non, mais tout va bien. Le plus important, c'est que le bébé aille bien. En fait, ces états émotionnels de vulnérabilité, c'est des vrais cadeaux, comme tu le dis, des vrais cadeaux, des vraies occasions pour venir plonger dans son intérieur et venir illuminer hein, par juste notre présence, notre conscience, les espaces qui ont besoin de l'être. Hein. Hein, parce qu'on dit, oui, alors je suis au contact de mon ombre, alors l'ombre, c'est pas bien. Alors encore une fois, d'essayer de vraiment, je vais le guérir, je vais le travailler, je vais le libérer, je vais le nettoyer. Alors c'est vrai que tout ça, ça me parle pas beaucoup. Hein, parce que pour moi, c'est vraiment, encore une fois, plutôt un processus qui va venir d'inclusion, de venir prendre toutes ces parts-là de mon être. Hein. Alors, l'Amandine qui va ressentir ça, celle qui a vécu ça à l'âge de 4 ans, celle qui a peur de ça, etc. Et puis, je prends toutes celles-là, je les réunis à l'intérieur de moi. Alors oui, ça va être bien d'avoir eu cette écoute, hein, de venir illuminer, hein, de venir regarder tous ces espaces, les percevoir pour les embarquer aussi dans l'aventure. Hein, parce que c'est dans cette vulnérabilité aussi qu'on touche notre plein pouvoir. Alors, c'est ça qui est le grand paradoxe, mais tellement magique d'un accouchement, c'est que c'est un processus tout puissant et en même temps extrêmement sensible et vulnérable. Alors, et donc pour moi, c'est vraiment la définition du pouvoir féminin. Hein, le pouvoir féminin, pour moi, il est tout intérieur, tout vulnérabilité, tout cœur. Et en même temps, il est tout puissant parce que c'est celui qui transforme, parce que c'est celui qui est relié. Hein, le féminin qui est en chacun de nous, bien sûr, pas seulement les femmes, mais en chacun de nous. Et donc, pour moi, c'est la grande invitation des femmes qu'elles puissent, alors si c'est pas, elles ne trouvent pas la super sage-femme, super gynéco, super... Mais en fait, au moins, oui, se faire accompagner, ça peut être une super clé.
mais pas juste le moment de l'accouchement, mais pendant tout le processus de la grossesse. C'est pour ça qu'il y a des thérapeutes, des doulas, des gens aussi exceptionnels et disponibles qui peuvent nous aider à venir toucher tous ces espaces-là pour que le jour J, dans l'environnement qui aura été possible, que c'est pas un drame d'être, je suis obligée d'aller à l'hôpital parce que j'ai pas une sage-femme libérale. Je vois ça tous les jours parce qu'il n'y a pas une sage-femme qui fait l'accouchement à domicile près de chez moi. Oui, enfin, en France, vous vivez mais dans un pays où les sages-femmes libérales qui accompagnent les accouchements à domicile n'ont pas d'assurance. Elles travaillent à la limite de la légalité. C'est des conditions totalement extrêmes et terribles. J'ai travaillé dans ces conditions-là pendant 4 ans, donc je peux en parler. C'est vraiment terrible ces conditions. Donc non, il n'y en a pas beaucoup et tant que ça ne changera pas, il n'y en aura pas beaucoup. Donc l'idée, c'est plutôt miser sur nous que sur l'environnement, comme tu le dis Anne-Sophie, de miser sur nous. Parce que j'ai vu des femmes dans des conditions de naissance, mais un environnement, genre c'est à l'opposé de ce que Michel Audin décrit comme le meilleur. Michel Audin, cet obstétricien français qui a vraiment amené depuis des dizaines et des dizaines d'années cette conscience que l'environnement était important pour une femme qui enfante. Oui, complètement. Et en même temps, moi j'ai vu que les femmes, elles ont des super pouvoirs. Je les ai vues des fois plonger dans leur physiologie, dans l'environnement peut-être le plus hostile à ce plongeon, et elles y sont arrivées parce qu'elles sont super puissantes. Alors, donc l'idée, c'est de pouvoir multiplier les expériences de contact avec notre superpuissance pendant ce grand chemin qui est la grossesse. Et pour moi, une des voies possibles peut être l'exploration de notre propre sexualité, notre propre lien avec notre énergie sexuelle, qui est la même énergie qui va être en jeu pendant l'accouchement, qui va se manifester, qui va être ce moteur de l'accouchement. Et donc de venir se découvrir dans ces espaces-là, de venir créer cette intimité, apprivoiser notre énergie sexuelle, apprivoiser notre corps, le connaître, le sentir et sentir émerger peu à peu cette énergie de la naissance. Oui, Amandine, oui, oui, oui. C'est vrai que si on prend d'un côté sacré l'environnement qu'on nous propose en ce moment, ça va être difficile. Mais c'est l'environnement interne qui va être important. Et en effet, comme tu dis, l'environnement interne, il peut s'expérimenter au cours de la grossesse. On a 9 mois. Il y a certaines femmes aussi qui ne vont pas pouvoir au cours de ces 9 mois expérimenter ça et qui vont quand même aller toucher le sacré au moment de la naissance. Donc de se préparer, c'est très bien. Il faut faire attention parce que c'est parfois aussi le mental qui par ses peurs va se préparer. Il faut toujours voir, soit il y a la peur, soit il y a l'amour, cet amour inconditionnel. Il ne peut pas y avoir les deux. Donc, même quand je vois aussi certaines femmes, c'est génial, font des projets de naissance. Alors, il faut savoir que les projets de naissance, dans les structures hospitalières, on les lit, mais des fois, c'est des copier-coller. Enfin, voilà, c'est tout. On veut un truc idéal. Oui, très bien. Est-ce qu'on a écrit il faut voir comment nous, notre environnement intérieur, est-ce qu'on écrit un projet de naissance parce qu'on a peur de quelque chose? Ou est-ce qu'on écrit un projet de naissance parce qu'on veut se libérer et accéder à ça? Ce n'est pas du tout la même énergie qui va faire que notre désir ne va pas être le même. Soit notre désir, il est mené par la peur, et souvent, malheureusement, c'est ça. Quand on voit des projets de naissance, nous, en salle d'accouchement, on sait que, souvent, dans 90% des cas, ça va être très mentalisé et très dans le contrôle. Je veux contrôler que ça se passe comme ça, tout ça. Il faut se voir comment on fonctionne. Est-ce qu'on a écrit un projet de naissance pour pouvoir contrôler que ça se passe bien? Ou est-ce que vraiment on est en démarche de libération, on est prêt à toucher cet inconnu, parce que c'est pas connu pour l'instant, en nous, pour pouvoir se libérer de tout. Et c'est pas du tout dans la même optique, c'est pas du tout la même énergie. Quand on met pour se libérer de quelque chose, ça va être une énergie d'ouverture, l'énergie de libération. Alors que si c'est pour se protéger, parce qu'on a peur que ça, en effet, ça se passe comme ça soit tout banalisé, là, le sacré, il est tout banalisé en salle d'accouchement. Là, ça va être notre peur qui va nous guider. Et ça, je crois que c'est super important de ressentir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui nous anime. Est-ce qu'on a envie d'une ouverture et de s'ouvrir sur un inconnu, ou est-ce que
On est contre le système, on lutte ouah, non, moi je veux pas, je veux pas. Hein, ça va être une énergie qu'on va dire, je ne veux pas. Hein, on va lutter, on va se protéger, on va essayer de se défendre de ce système. Oui, le système, il n'est pas du tout fait pour que le sacré, ni pour les hommes, ni pour les femmes, dans ce monde, pour l'instant, c'est pas valorisé ça. Hein, c'est le pouvoir, l'argent, ça c'est bien. Et le sacré, l'épanouissement de l'être, pour l'instant, on n'en est pas là. Mais il y a des petites bulles, et justement de se faire accompagner, si on a envie, pendant la grossesse, par ces petites bulles qui vont essayer de... c'est l'ouverture du cœur, hein, que notre être-té puisse s'exprimer vraiment dans tout son potentiel. Et les femmes sont faites pour accoucher. L'accouchement, ce n'est pas une maladie. Attention, il peut y avoir quand même des maladies, parce que quand on a dépassé nos seuils d'équilibre, et quand le féminin a été bafoué, a été par nous-mêmes aussi dévalorisé, on n'arrive même plus à ovuler. Enfin, il y a beaucoup de choses qui, en pratique, dans la vraie vie, oui, des fois on a besoin d'aide parce qu'on s'est coupé de ça. Et juste se rendre compte que nous, personnellement, combien on s'est coupé de ça. Ah, tiens, on se voit, et bien là, oui, on va se faire accompagner, ou alors on va accoucher en se laissant inonder par un truc indescriptible qui, au début, si on a se libérer de choses, va pas être agréable. Hein, ça va pas être les bisounours, soit l'accouchement, super, les bougies, tout ça. Non, c'est qu'est-ce qui m'inonde là. Ok, je traverse une phase de pleurs, de justement cette dévalorisation, je vais pas y arriver. Et puis de toute manière, ils m'ont dit que le bébé, il allait être trop gros. Donc tout ça, c'est des choses extérieures. Ok, je me fais confiance à moi. Et là, ça peut se passer. Parce que le bébé qui est trop gros, alors bien sûr, quand il y a eu du diabète, ah oui, il y a des bébés qui sont vraiment trop gros, mais sinon le crâne du bébé les sutures peuvent se chevaucher pour passer dans le bassin et s'adapter. Le bébé, il s'adapte à sa mère. Et si sa mère, les portes sont fermées, il va s'adapter à la mère, les portes sont fermées, faisons une autre porte et faisons une césarienne. Hein, donc, tout ça, c'est une alchimie très, très, très subtile où on va traverser, et même quand on n'est pas enceinte, hein, pour développer notre féminin, pareil chez les hommes, hein, le féminin sacré est chez les hommes aussi, hein, on va devoir traverser des trucs qui ne sont pas très, très agréables parce qu'on était déviés de ce sacré, on était déviés de cette essence. Et oui, en effet, ce n'est pas la société qui va nous aider à ça. Hein. C'est des petites bulles, des petites Amandines, des petites doulas, des petites femmes qui ont déjà, ou des hommes, hein, qui ont déjà touché ce sacré, qui vont pouvoir nous aider à le faire pour nous. On fait une petite expérience là de chacun. Parce que là, on dit des mots là, c'est beau là, on est au Brésil, en France, ça. Nous, on essaie de ressentir son corps là, maintenant. L'être, l'essence de l'être. Et c'est ce que je dis aux femmes pendant l'accouchement. Pour ressentir son corps, parce que là c'est bien, on se regarde par Zoom, tout ça, il y a l'environnement. Le plus simple, c'est de fermer les yeux. Mais on peut écouter, on écoute avec les oreilles, on est d'accord. Mais c'est vrai, on ne se voit plus là, par Zoom sinon. On ferme les yeux. Et on peut scanner, alors c'est ce qu'on fait en méditation, on peut scanner le corps de haut en bas ou de bas en haut, point. Juste, je ferme les yeux. Et qu'est-ce qui circule en moi? Là, vous allez me dire, a priori, on est tous installés devant un canapé, il y a rien, l'environnement n'est pas hostile, entre guillemets. Hein, c'est calme. Est-ce que je peux ressentir moi aussi ce calme en moi? Parce que là, sinon, on est dans le mental on veut avoir des informations à analyser, à savoir, mais ce n'est pas une connaissance, c'est-à-dire qu'on ne l'intègre pas dans notre corps, parce qu'on reste agité, on reste décentré de nos ressentis. Comment on réagit, nous? Est-ce qu'on est agité là, quand on doit ressentir notre corps? C'est exactement ce que je dis aux femmes que j'accompagne pendant le travail, c'est pendant le travail, il y a les contractions qui vont être très, très douloureuses. C'est la montagne, on monte au sommet de la montagne. Et vous pouvez ouvrir les yeux, hein, vous êtes libre. Hein, mais je fais des dessins avec mes doigts là sur l'écran, mais
Je pense que vous les ressentez à l'intérieur. Hein, les femmes qui ont accouché, une contraction, ça va monter. On est au sommet de la montagne. C'est très, très beau au sommet de la montagne. Les mecs qui montent à l'Everest, ils sont un petit peu fatigués. C'est pareil, une contraction, c'est difficile. On la sent. On sent qu'on est au sommet, là. Waouh! Et si, justement, on a des choses à se libérer, c'est là où il faut crier, danser, bouger. Et notre corps, il va savoir quoi faire. Parce qu'on est tellement envahi par une douleur. Ça fait mal quand même, les contractions. Une douleur qui va nous faire sortir de notre zone de confort. Et là, on va bouger notre corps, il va bouger juste exactement comme le bassin il faut pour que le bébé l'enfant, et le bassin de la mère soient en harmonie, puisqu'on va tout lâcher. Très bien, on sent qu'on est au sommet de la contraction. C'est hyper violent. Et on sent qu'elle redescend. Ok, on la laisse redescendre. Et là, c'est ça qu'on oublie. Entre les contractions, il y a un moment de calme où on est perfusé par l'ocytocine. C'est obligé, il y a des contractions, qu'elles soient artificielles ou naturelles. Peu importe s'il y a de l'artificiel, si on se laisse imprégner par cette phase de paix entre les contractions, on va aussi sécréter de l'ocytocine, un petit peu d'ocytocine naturelle qui va avoir son effet. Donc, et hop, c'est le ravitaillement du marathon entre les contractions. Et là, on est obligatoirement, parce que notre physiologie, nos hormones qui sont produites à l'intérieur, voire aussi par une perfusion, c'est le calme, c'est l'amour, c'est l'hormone de l'amour, l'ocytocine, je ne vous l'apprends pas. Mais oui, mais si on chante cette phase, et c'est pour ça que je leur dis aux femmes de fermer les yeux, parce qu'en effet, cet environnement dans la salle d'accouchement où il y a des sons qui bipent de partout, les appareils de réanimation, tout ça, puis on n'est pas à la maison. Et puis le mari, que ce soit son premier ou il est aussi stressé que nous, quoi. Enfin, et on s'attend à l'inconnu. Est-ce qu'il va nous plaire? On a plein de questions. Hein. Est-ce qu'il va nous plaire? Donc, de profiter de cette phase entre les contractions qui est une phase de paix, va permettre au corps de lâcher et que la prochaine contraction, il se fasse ce qui doit se faire. Et si c'est pleurer, crier, ou si tout est réglé, on reste aussi dans cet amour pendant la contraction, et c'est là où il y a des femmes, elles accouchent merveilleusement bien, oui. Il n'y a pas de douleur. Et c'est possible aussi que, comme on est dans cette ocytocine, là, la contraction, elle se fait. On sent un truc quand même, mais c'est OK parce qu'il n'y a plus rien à sortir. On est en paix avec ce féminin. Et ces femmes, elles accouchent super vite, super bien. Et la phase de calme. Et là, si vous avez peut-être fermé les yeux un moment, je pense que c'est obligé, nous ne sommes pas des extraterrestres, d'avoir senti ce calme à l'intérieur de soi. Et c'est ça, on se chante de ça, cette paix. Et dans cette paix, va pouvoir se faire tout, le sacré. Et le sacré, c'est pas les bisounours, c'est pas que love, love, love. Hein. Le sacré, c'est aussi se débarrasser par des tremblements, des pleurs, des cris, tout ce qu'on veut, sans l'expliquer par le mental pour pouvoir se libérer et accéder à cet amour inconditionnel pour accueillir cet enfant. On pose son regard, je te passe la parole Amandine, sinon je suis capable de parler des heures. On pose son regard là en refermant, s'ils étaient ouverts, les yeux. C'est simple, hein, le sacré c'est hyper simple, il ne faut pas faire le poirier ou autre. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps là? Et si c'est bon, c'est l'essence de l'être, c'est notre essence. On n'est pas une voiture, hein, mais on a une belle essence quand même. Et on met en mémoire ça, c'est nous, il n'y a pas de perfusion là, hein, on est juste relié par un truc électromagnétique via Zoom. Et est-ce que nous, on arrive à se relier à notre corps, à nous? Et s'il est mal mis, on le met bien, hein, on s'installe bien pour que... c'est pareil pendant l'accouchement. Les femmes, elles vont savoir que, ah mais oui, tiens, je veux être sur le côté gauche, droit, ou assise, ou à quatre pattes. Ah oui, c'est instinctif. Et donc, si on ressent ça, c'est là où, dans l'environnement soi-disant hostile, il va falloir qu'on ose demander, est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que je peux me mettre comme ça? Est-ce que, tiens, pourquoi il y a ça? Est-ce que je ressens ça? Mais si vous demandez à... J'ai demandé une fois à un anesthésiste, souvent quand
Je parle beaucoup, je suis désolée, Amandine. Souvent, quand on pose une péridurale, la femme ne va plus être envahie par cette douleur pour laquelle elle lutte. Hein, c'est instinctif, on lutte, la douleur, on n'en veut pas. Et donc, elle va lâcher. Et donc, souvent, les femmes, elles tremblent quand on a mis la péridurale. Et j'ai demandé à un anesthésiste, ah bah tiens, t'as vu, les femmes tremblent souvent. Donc, il m'a expliqué que c'était la décharge du truc parasympathique ou sympathique. Jamais on va vous dire, mais non, laisse trembler ton corps, il décharge. On sait que dans les muscles, il y a des vieilles émotions qui vont figer le corps au fil du temps. Là, il décharge. Ben, voilà, on décharge quelque chose. Là, il y a la notion du corps relié aux émotions et à notre humanité. Ce n'est pas seulement le système parasympathique, on s'en fout de ça. Hein, mais peut-être que c'est le système parasympathique qui agit, mais non, c'est qu'on avait des tensions en fait. Ben oui, on le sait bien qu'on avait des petites tensions, des petites peurs, et ben elles sont en train d'être déchargées. Et souvent, quand on met une péridurale, l'école, il lâche. Ben oui. Donc, rien n'est bon, rien n'est mauvais. Si on a besoin d'une péridurale parce qu'on est envahi par cette douleur qu'on n'arrive pas à gérer, on met une péridurale. Si on veut accoucher à la maison, on saura qu'on n'aura pas de péridurale et on sait qu'il y a cette phase-là qui est super bonne, il n'y a que de l'ocytocine, quoi, avec le petit qui pousse quand même en bas, on sent. Hein, c'est un truc nouveau, bon, mais ce n'est pas désagréable, c'est nouveau. Et après là, mais il n'y a pas besoin de péridurale pour monter à la montagne, on ne met pas de péridurale pour faire les sommets de la montagne. Non. Donc c'est possible aussi. Comment nous, on s'est préparé à ne pas lutter contre ce qui va arriver. Je prends juste un petit temps pour parler effectivement de ce plaisir dans l'accouchement qui est possible aussi, parce que j'ai vu des femmes accoucher avec du plaisir, comme tu l'as cité. Et j'ai vraiment compris que l'utérus et le féminin, hein, donc le féminin à travers notre utérus, cet organe qui est purement féminin, et vient porter tout ce féminin bafoué, etc. Et du coup, c'est le seul organe de notre corps qui, quand il fait mal, tout le monde va dire que c'est normal. Par exemple, j'ai des douleurs pendant les règles. C'est normal. C'est normal, ça peut faire mal, ça se spasme, je ne sais pas quoi. Ah. Par contre, tu as mal au foie, tu as un problème. Tu as mal à l'estomac, il y a un problème. Tu as mal à l'intestin, il y a un problème. Tu as mal au bras, au coude, En fait, c'est le seul organe du corps pour lequel c'est normal de souffrir. C'est quand même dingue, hein. C'est normal, tu es une femme, tu vas souffrir toute ta vie, c'est vraiment clairement ça. Et donc, c'est normal qu'à l'accouchement, on souffre. C'est normal qu'un utérus en se contractant, il fasse mal. Mais comment c'est possible? Le biceps, ça fait pas mal. Un col, c'est mou, ça pourrait s'ouvrir. C'est que des... Comment c'est possible qu'on admette comme une base de croyances collectives hyper ancrées que personne ne va remettre en cause, l'utérus fait mal, c'est normal. Donc, la grande invitation pour moi, et moi-même, je suis en chemin pour moi-même, d'accord, en tant que femme, parce que je suis en chemin comme toutes les femmes du monde. Mais pour moi, le grand chemin, ici, je rencontre des gens extrêmement inspirants qui travaillent justement sur ça, des sages-femmes, des gens, surtout des sages-femmes traditionnelles qui sont incroyables et qui travaillent sur cet aspect-là. Comment revenir, enlever les couches, enlever les voiles sur nos utérus et toutes ces mémoires collectives pour justement redonner toute cette vie à cet utérus. Ce n'est pas normal qu'il fasse mal. Ce n'est pas normal. D'accord, un utérus, c'est un organe vivant. C'est la première demeure de l'humanité. C'est pas possible que ce soit normal qu'il fasse si mal. Donc après, cette intensité, oui, elle est commune. J'ai jamais vu une femme accoucher sans intensité. Mais de cette intensité, on a toutes les couches possibles, du plaisir à la douleur. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il y a une invitation à chacun et chacune de venir revenir à l'intérieur et se dire comment devenir aussi venir illuminer toutes ces croyances qui sont là comme une base, comme un fondement, de venir les observer, venir les explorer à l'intérieur pour venir se donner aussi la possibilité de vivre une expérience peut-être différente, sans une pression qu'il faut accoucher de façon orgasmique, etc. Non, évidemment pas du tout, de s'ouvrir à cet inconnu, oui, comme tu le dis, s'ouvrir à ce grand mystère, s'abandonner, accueillir ce qu'il va être. Je pense que il n'est pas question de se rajouter une pression de devoir accoucher je ne sais pas quoi, c'est pas de ça dont il s'agit. Par contre, d'avoir conscience des croyances qui font que les expériences quasiment de la totalité des femmes de l'humanité sont douloureuses au moment de l'accouchement, je pense que ça interroge. Je trouve que c'est un sujet qui peut être vraiment intéressant. En tout cas, voilà, moi c'est mon point de vue, de venir explorer ça et de venir découvrir nos super pouvoirs. Je pense que ce serait bien de laisser un espace de questions.
Juste, Amandine, je rebondis 2 secondes. L'utérus, on ne l'appelle pas le temple sacré, mais c'est ça, hein, on accueille quand même la vie, un truc de fou qui se fait dedans, hein, enfin, voilà. Et c'est que dans les femmes, voilà. Tu l'as expérimenté aussi pour se libérer dans les étapes de libération, pour s'élever en conscience. Il y a des étapes qui sont difficiles. Moi, je ne dirais pas que, ok, c'est pas normal, enfin, on n'est pas fait pour souffrir, hein, ça c'est le truc judéo-chrétien, la souffrance, tu dois souffrir mon fils, mais d'expérience, la phase douloureuse de souffrance, moi personnellement, même dans la libération des couches et l'éveil, il y a eu des moments difficiles et cette douleur, enfin, cette souffrance va se transformer. Et pour transcender la souffrance comme la peur, il y a une étape qui est difficile. Mais justement, si on fait ce chemin des contractions qui sont douloureuses, si on est complètement libéré, il va y avoir, ça va faire mal, mais on ne va pas ressentir de douleur. Enfin, il va toujours avoir cette intensité d'un muscle qui se contracte très fort, et il n'y aura plus de douleur. C'est là où il va y avoir l'extase de ces accouchements extatiques. Mais je crois que le passage de quelque chose de difficile qu'on peut décrire par des contractions douloureuses, c'est pareil, les femmes qui ont beaucoup d'endométriose ou les douleurs de règles, c'est ton féminin, ma chérie, comment il s'exprime dans le monde. Est-ce que toi, tu as conscience de ce sacré féminin? Et souvent, non. Hein, et quand on aide les femmes là-dessus à dire, voilà, le sang des règles, ben, c'est dégueulasse dans l'inconscient collectif. Hein. Eh bien non, c'est justement une période où on va être très, très relié au sacré. Et ce sang, c'est pas comme le sang dans les veines, il a une touche en plus parce qu'il a eu un ovule, bon, mais ça, on en parlera en physiologie, il a eu un ovule qui, donc, la vie, il est imprégné de encore plus de vie, ce sang-là. Il est sacré, le sang des règles, et on en a fait quelque chose de oh là là. Eh bien, est-ce que la femme qui a des douleurs a conscience de ça? Et si on lui redonne cette conscience-là, et si on l'accompagne dans cette conscience-là, de comment elle vit sa sexualité aussi, tout ça, eh bien, il va y avoir moins de douleurs de règles. Donc, oui, je suis d'accord avec toi, Amandine, on n'est pas fait pour souffrir, et si on souffre trop, il y a des médicaments, des péridurales, tout ce que tu veux, mais le passage bref de cette sensation de souffrance pour pouvoir lâcher, parce que on est fait comme ça, hein, si tout va bien, on n'a pas envie d'évoluer, hein, alors que si on est confronté à un truc, putain, ça fait mal. Qu'est-ce que tu dirais qu'on différencie la douleur et la souffrance? Parce que pour moi, la douleur, elle peut faire partie d'une aventure. Par exemple, j'ai eu 3 naissances à domicile extrêmement douloureuses. Hein, j'ai vraiment eu des accouchements extrêmement douloureux. Mais j'ai pas souffert. Hein, parce que pour moi, la souffrance, ça peut être une lutte contre la douleur. Hein. Donc, c'est-à-dire que moi, cette douleur, oui, c'était douloureux, je ne peux pas dire un autre mot, hein. C'était extrêmement intense et c'était une sensation douloureuse. En tout cas, j'avais choisi de vivre cette expérience de cette manière-là, c'est-à-dire en laissant mon corps vivre ce qu'il avait à vivre à ce moment-là. Je me suis préparée comme ça a été possible à ce moment-là. Mais je me rappelle vraiment être dans cet accueil, m'appuyer sur cette sensation qui était pour le coup cette fois-ci douloureuse et en faire effectivement un chemin. Hein. Donc, je ne suis pas du tout contre la douleur. Par contre, je pense que, parce que c'est aussi notre relation avec elle, par contre, je pense que j'avais absolument pas conscience que c'était pas nécessairement la norme que d'accoucher avec de la douleur, qu'on pouvait aussi ouvrir d'autres espaces de notre puissance féminine. Le placenta, il fait partie de l'œuf, donc il ne fait pas partie de la mère, il fait partie de l'enfant. Et c'est ce qu'il va laisser symboliquement de sacré pour pouvoir vivre lui, c'est son double de lumière, j'en sais rien. C'est le sacré qu'il va laisser pour pouvoir vivre lui dans notre monde dualiste avec sa personnalité. Et c'est pour ça que qu'il y ait des neurones ou pas, on s'en fout, c'est des cellules et ça fait partie de l'enfant. Et c'est pour ça que symboliquement, le mettre dans la terre pour se relier à la terre, notre terre-mère, c'est la terre universelle. Hein, moi, c'est elle qui m'a tout appris, au tremblement de terre. J'ai senti la puissance du féminin à travers un tremblement de terre. Je me suis dit, bon, là, c'est bon, tu ne peux plus rester dans les protocoles. Là, c'est fini. Donc, ce placenta, il va, quand il est remis à la terre, il est remis à son sacré féminin. Et après, l'être, en tant qu'individu, va se relier au cosmos. Donc, le lien entre la terre et le ciel va être fait. Hein, c'est pas important, puisque de toute manière, est-ce qu'il a une conscience, le placenta? On s'en fout, ça, c'est des questions du mental qu'on veut. C'est l'être maintenant qui est là. Lui, il a une conscience.
il est relié à ce qu'il a nourri pendant 9 mois. Et pendant 9 mois, il a pris les plans. Hein, parce que l'embryon, il a pris des plans justement dans ce sacré pour faire un être humain. Alors, dans la culture africaine, j'ai vécu quelques années, ils considèrent le placenta comme un jumeau, un vrai jumeau du bébé. Alors, tout simplement parce qu'il prend les mêmes cellules. Hein, c'est-à-dire que la cellule originelle va se séparer et créer le placenta, le cordon et le bébé. D'accord, donc oui, on peut le considérer comme un vrai jumeau. Donc, c'est vrai que, par exemple, en Afrique, je me rappelle, j'ai accompagné des accouchements. Et le bébé naissait. Et puis, c'était pas le félicitations qu'on voit ici, on prend des photos et Pas du tout. Les gens restaient en silence. Alors moi, je me disais, oh là là, il n'y a pas d'explosion de joie, je sais pas quoi. Ben non, tout le monde attend le deuxième. Et donc, de la même manière qu'on a été silencieux et respectueux pour la naissance du bébé, ben on l'est de la même manière. Donc, elles m'ont beaucoup appris, ces femmes, parce qu'elles restaient dans cette présence, elles avaient le bébé. Donc, elles étaient un peu plus éveillées, elles sortaient un peu de leur bulle et elles le mettaient au sein, etc. Puis, je les voyais, elles retombaient dans leur bulle. J'en parlais hier dans la formation que j'ai donnée, c'est vraiment intéressant. Elle retourne dans un autre cycle, un autre accouchement plus rapide, heureusement. et, puis, et, puis, et puis là, elle replonge, et là, des contractions reviennent, et on voit, elles sont de nouveau dans leur corps, et elles mettent au monde le deuxième. Et là, il y a... tout le monde est content. Alors, du coup, c'était vraiment un bel enseignement. Et ici, au Brésil, en Amérique latine, alors je ne vais pas généraliser. Je vais dire, on m'a dit ici, ce que je touche ici, parce que je n'ai pas fait une étude sur l'Amérique latine, ce que je touche ici, c'est que c'est un petit peu plus la première mère. Elle est considérée, comme tu disais, comme Anne-Sophie, qui a nourri le bébé. Elle est considérée comme la première mère. Et donc, on l'attend avec beaucoup de respect, on l'honore. Et quand elle vient, les femmes souvent posent le placenta sur les seins. C'est trop beau, trop beau. J'ai déjà vu une femme, j'en ai pleuré. Elle a posé son placenta là et elle le caressait en pleurant. Et elle me disait que toute l'énergie placenta arrivait dans ses seins pour que la transition soit faite entre le placenta qui a nourri et maintenant ça allait être ses seins qui allaient nourrir ce bébé. Donc c'est juste absolument magnifique. Et donc effectivement, dans les cultures traditionnelles, il est honoré. Ce n'est pas un déchet hospitalier. Donc il est beaucoup planté. En Afrique, par exemple, on le plante beaucoup au pied d'un arbre. Si l'enfant est malade, on prend un fruit de l'arbre et on le donne à manger à l'enfant. Et il reconnecte avec toutes ses cellules souches, ses mémoires ancestrales, etc. Donc ça, c'est beaucoup fait. Et ici, ils font beaucoup la médecine du placenta, c'est-à-dire que la femme ingère une partie du placenta après l'accouchement. On peut donner aussi une teinture mère du cordon ombilical. Les sages traditionnels fabriquent ça pour le bébé s'il est malade, etc., pour se rappeler de cette reliance éternelle à sa première terre qui était cette mère et qui maintenant est la terre-mère. Donc il y a vraiment, on est rendu, comme tu disais Anne-Sophie, ce placenta qui revient à la terre, c'est comme ce bébé de qui on était la terre. Maintenant, on rend ce bébé à sa terre, à notre planète à nous. Ouais. Beaucoup de symboles de placenta. Merci de ta question, Christine. C'est très beau, pardon, c'est très beau tous ces symboles. On prend l'essence de c'est quoi, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là dans ces traditions. Nous, on n'a pas tous un jardin, on ne peut pas tous planter un arbre. Et ce qui est important, c'est de faire les deux, d'avoir ce symbole de tradition. Mais le placenta, c'est la première mère, mais quelle est la mère qui reste? Nous, dans notre société, là, on va pas... Est-ce que quand l'enfant a besoin ou quand l'enfant est malade, il peut aller chercher le fruit de sa mère là, c'est-à-dire le bisou ou l'amour de sa mère pour se guérir de sa maladie aussi. Et il faut faire les deux. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'a peut-être pas l'arbre qui a été planté avec le placenta du truc pour prendre le fruit là. On a la mère. Et est-ce que nous, en tant que mère, on arrive à donner ce fruit à son enfant quand il est malade? Et on sait bien que les bisous pour des mères donnés dans l'amour, ça guérit. L'amour guérit. Et on fait les deux. Et on sait que symboliquement, oui, c'est normal ce qu'on fait. On prend de l'assurance sur soi. Oui, c'est normal. C'est ce qu'ils font dans les traditions symboliques. Ça sert à ça, les traditions. À voir c'est quoi le symbole. Dans ce que tu amènes, c'est une importance organique aussi. L'organe, pas seulement l'énergie de l'organe, mais aussi de l'organe. Oui, il a une importance. C'est une médecine, comme tu le dis. Je vois aussi François et Hélène dans le chat qui disent oui, le placenta est fait de cellules avec de l'ADN qui enregistre et communique. Il est en résonance, j'imagine, avec toutes les cellules du vivant féminin matriciel et du bébé. Oui, je crois qu'il y a aussi, bien sûr, cette dimension organique où c'est
effectivement, et c'est bourré d'ocytocine. Hein. Nous, on l'utilise après l'accouchement comme une perte de syntho, d'ocytocine artificielle. On fait ingérer des petits morceaux de placenta à la maman, hein, comme un comprimé où elle boit, elle ne le mastique pas. Hein, c'est pas le truc trash qu'on peut voir à plein de moments. Mais c'est une vraie médecine dont on se sert. C'est une perfusion d'ocytocine et puis c'est bourré de fer. Hein, ça permet d'éviter les anémies. Oui, j'entends bien aussi de valoriser ce qu'il est en tant qu'organe aussi. Merci. Donc oui, alors Hélène a pris la parole avec François et justement, je voulais parler de son livre qui s'appelle L'enfantement entre puissance, violence et jouissance. Hélène Goninet est sage-femme. Elle a fait un travail extraordinaire justement pour décrypter toutes ces phases extraordinaires de l'accouchement. Donc ça, c'est pour moi un livre essentiel. Et on pourra retrouver Hélène Goninet à 19h15 aujourd'hui dans une rencontre avec différents auteurs où on va aussi retrouver Muriel qui est là, Muriel Bonnet-Delval. Et il y aura Nirmala Gustave, il y aura aussi Aline Goss qui est doula et puis Sandrine Lebrun qui est doula. Donc éventuellement Amandine et Anne-Sophie, si vous me permettez, et si Hélène a le goût, est-ce que Hélène, tu aurais envie de partager, de nous faire un retour toi, sur cette perception de quand l'obstétrique renoue avec le plein potentiel féminin. Et j'en profite aussi pour inviter Cathy Klein, que je vois. Si Cathy, tu as envie aussi de partager avec nous sur ce sujet, parce que Cathy Klein est gynécologue obstétricienne, elle est aptonome, elle a eu une carrière de gynécologue extraordinaire. C'est une femme magnifique qui nous accompagne dans tous nos... Ouais, bon, on t'aime Cathy. qui nous accompagne dans tous nos processus. Donc, Hélène, si tu as le goût de partager avec nous sur ce sujet, puisqu'on a la chance de t'avoir. Eh bien oui, bonjour à tous. Effectivement, moi j'ai écouté Anne-Sophie et Amandine avec beaucoup d'intérêt et bon, ça correspond aussi à toutes mes observations que j'ai pu faire. Moi, j'ai accompagné des naissances à la maison en France pendant plus de 20 ans. Et j'ai fait tout un travail auprès de femmes de tout bord qui avaient accouché à la maison, mais beaucoup en institution. Et je crois qu'à partir de ce moment, je me suis rendu compte qu'en fait, accompagner des naissances à la maison en France, j'avais une vision, un petit peu un monde de bisounours quand même, où les femmes, elles accouchent avec leur puissance. La sage-femme les accompagne, tout est simple, mais que malheureusement, ce n'est pas actuellement le chemin de la plupart des femmes en France et qu'il y a aussi toutes ces femmes qui accouchent en institution et qu'il est important en fait de renforcer son propre pouvoir parce qu'effectivement, en institution, on ne sait jamais qui va être là, on ne sait jamais comment on va être accompagné et quelque part, la femme s'accompagne elle-même, elle accompagne son enfant elle-même et lui-même. Et c'est vraiment important qu'aujourd'hui, les femmes puissent trouver tout leur potentiel féminin et pouvoir oser faire ce qu'on ressent. Tout à l'heure, j'entendais Anne-Sophie qui disait demandez si vous pouvez prendre la position. Je crois non, il n'y a pas à demander, il y a à prendre, arriver à avoir cette liberté n'importe où, de pouvoir suivre ce que son corps demande et pouvoir le faire. Et je pense que les sages-femmes qui sont en institution, quand une femme est déterminée, elles ne peuvent que suivre et s'incliner quelque part. Mais malheureusement, c'est quand même difficile pendant un accouchement, d'autant plus quand c'est un premier accouchement, de pouvoir s'affirmer de cette façon. C'est tout un chemin de pouvoir se faire confiance, prendre la position qu'on veut, suivre son instinct. C'est vrai que nous sommes dans nos pays occidentaux, en France en particulier, loin de notre corps et que c'est vraiment quelque chose à retrouver cette confiance, à retrouver l'écoute de ses sensations sans se dire « Ah, il faut faire comme ci, ah, il faut faire comme ça ». Non,
qu'est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie. Voilà, c'est vrai que les sages-femmes et gynécologues qui sont là, il y a encore quand même beaucoup qui contrôlent les femmes. Donc moi, je pense vraiment que le mouvement, est-ce qu'on peut dire de libération, de révolution, va se faire par les femmes d'abord. Alors par les femmes, alors accompagner, parce que c'est important aussi, leur conjoint, la personne qui est avec elle, comment elle va pouvoir être un soutien, un repère sur lequel s'appuyer, parce que dans l'accouchement, il y a aussi des mouvements, des moments de découragement, des moments de désespérance. Enfin, en tout cas, il peut y en avoir. Et des fois, les femmes, elles ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour aller jusqu'au bout de leur processus. Et puis, il y a l'enfant aussi. Donc, moi, je trouve que c'est aussi très efficace de se relier à son bébé, de se dire, oui, ben, moi, c'est difficile. Bon, des fois, c'est pas difficile, mais bon, en tout cas, quand c'est difficile, eh bien, il y a aussi cet enfant-là, et lui, il est encore peut-être plus vulnérable. Et du coup, deux vulnérables, ça peut faire une force aussi. Et j'ai vu souvent des femmes qui, finalement, en se reliant à son enfant, qui retrouvaient courage en se disant « Attends, de quoi, entre guillemets, de quoi je me plains? Attends, il y en a un autre là qui est tout petit et je ne peux pas le laisser comme ça, il faut que je l'aide. » Bon, après, il y aurait plein de choses à dire. Alors, Merci moi, Hélène. J'avais eu une anecdote d'un papa qui venait d'un pays d'Amérique du Sud, je ne sais plus lequel, et qui disait, dans notre pays, on enterre le placenta près du village pour que l'enfant reste au village. Et il ajoutait, puisqu'il vivait en France, ah ben, des chiens errants ont dû manger mon placenta parce que je ne suis pas restée au village. Voilà. Merci Hélène. Alors Cathy, est-ce qu'on peut activer le micro pour Cathy pour qu'on te voit? Parce que je trouve que Hélène, elle a ouvert une porte magnifique pour toi en se positionnant en plus dans cette écoute de la présence du bébé. Alors bienvenue Cathy dans ce sujet magnifique. Bon, bah, tout ce qui a été dit, je suis complètement d'accord. Voilà. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on n'a quand même pas beaucoup parlé du papa et de la qualité de la présence et des présences qu'il peut y avoir entre les deux êtres. Donc, il y a les accompagnants, mais le lien qui a pu se tisser, si possible, avant l'accouchement, bien sûr, et avec l'enfant. Et que c'est cette triangulation, comme on dit aujourd'hui, qui va donner une énergie tout à fait particulière, positive, dans l'amour, mais aussi déjà dans l'essence dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est de suivre cette énergie-là qui va donner aussi la confiance. On parle beaucoup des sensations. C'est vrai que les femmes peuvent être débordées par leurs sensations pendant l'accouchement. Et donc, le passage entre la sensation, l'amour, la transcendance, je crois que c'est au niveau de la présence. Alors, il y a la présence à soi, dont on a beaucoup parlé, qui peut être d'autant plus intense qu'effectivement l'environnement peut être agressif et qui peut parfois même retentir, ça arrive quand même, tout est miraculeux, sur l'environnement. Et c'est cette, moi je crois beaucoup quand même à cette qualité d'être déjà trois, d'être relié avec l'enfant et le père et à cette force-là. Alors bien sûr, ça se construit avant. Hein, et puis c'est plus ou moins facile suivant l'histoire de chacun. Je crois plus au sentiment de confiance dans la vie qui donne la puissance qu'au niveau de la puissance elle-même. Il y a de la puissance à certains moments de l'accouchement, en particulier au moment de la sortie de l'enfant. Mais avant, je pense que c'est une espèce de confiance et d'acceptation extrêmement profonde de cette énergie extraordinaire qu'est l'énergie qu'on peut
découvrir au moment d'une naissance, qu'on a par moment dans la sexualité, dans d'autres espaces, mais qui est très, très infini, je dirais, contenu par les sensations. Mais le sentiment et l'énergie, elle est infinie. Voilà, moi je crois beaucoup en ça. Et j'ai beaucoup accompagné les couples et les femmes pour qu'elles puissent, avant l'heure, entre guillemets, attraper. Hein, si c'est... Parce qu'on parle d'instinct, mais en fait, l'instinct, c'est attraper ce qui est là. L'instinct, c'est très ambigu, parce que l'instinct, ça peut être du repli, ça peut être très animal, ça peut être très défensif, malgré tout. C'est plutôt cette qualité qu'on a d'être avec une énergie extrêmement puissante qui, elle, à mon avis, est effectivement sacrée et très ancrée dans le corps, plus que jamais ce jour-là. Voilà. Donc voilà, je suis contente qu'aujourd'hui, il y ait les mêmes courants qu'il y a 30 ans, parce qu'il y a eu des phases de décroissance de cette énergie. Et je crois beaucoup aussi, bien sûr, il y a des soignants, entre guillemets, ou des accompagnants qui vont dans ce sens, mais je crois beaucoup quand même là au désir des femmes de vivre leur authenticité. Vraiment, j'y crois. Tous les grands mouvements, tous sont toujours passés par ça. Et c'est ça qui est plus précieux, entre guillemets. Hein. C'est plutôt une force qui cherche à... Donc, dans les institutions, entre guillemets, c'est très important que les couples ne soient pas castrés dans cette, frustrés dans cette énergie et qu'ils puissent l'exprimer un maximum. Et pour ça, il faut bien les préparer avant. Voilà, à bientôt. Merci Cathy. Juste pour rebondir sur ce qui a été partagé ici, sur le fait que cet élan passe par les femmes. On aura cet après-midi une table ronde à 13h30 qui s'appelle Sage-Femme du monde entier, à laquelle Amandine Martin participera, Muriel Bonnet-Delval, et on aura aussi le témoignage de Diane Boutin, ancienne sage-femme traditionnelle au Québec, et qui parle justement de cette étape où les femmes au Québec se sont investies de leur plein pouvoir féminin pour revendiquer leurs droits et accéder à un autre contexte pour accoucher. Voilà, je vois qu'Anne-Sophie, tu voulais prendre la parole, alors je te la cède avec grand plaisir. Oui, je voulais rebondir sur le masculin. C'est papa. Donc les papas, ils sont... Idéalement, voilà, le père, il donne la force. Hein, le masculin, c'est wow, la force. Mais quand ils sont là, c'est bien. Mais des fois, les femmes, il va falloir qu'elles fassent sans. Et il faut s'y préparer aussi. Hein, parce que si l'homme n'est pas relié dans le sacré, eh ben, il va avoir peur de voir sa femme souffrir. Et donc, c'est pour ça qu'ils aiment beaucoup souvent les péridurales. Et il va se sentir impuissant. Et, les hommes n'aiment pas se sentir impuissants. Hein, parce qu'il ne peut pas aider sa femme là. Donc moi souvent, ces papas, moi je masse aussi les pères en salle d'accouchement, et souvent je leur dis ça. Vous allez vous sentir impuissant, c'est pas très agréable. Eux non plus, c'est pas très agréable. Sauf s'ils ont été préparés, s'ils sont dans le sacré, tout ça, hein, que l'accouchement se fait à la maison, que le père et tout ça. Et ça c'est dans l'idéal. Mais si on est là en train de se poser des questions, et on va aussi peut-être voir accompagner ça ou le vivre en tant que femme. Et ben, ce pouvoir, cette force qui n'est pas une force physique, mais qui est pendant l'accouchement, ça va être une force physique parce qu'on va, et ben, il est aussi en nous. Et je prends toujours l'image du marathon. Souvent, les pères, ils ont envie de dire « Oh, mais non, ça va aller, ma chérie. Vas-y, ça va aller, ma chérie. Non, là, ça ne va pas. Là, ça fait trop mal. Là, ça ne va pas du tout. » Et je leur dis ou respire. Ah oui, j'adore les pères qui disent « Vas-y, respire, respire. » Et quand on accompagne, quand on encourage quelqu'un à un marathon, on ne lui dit pas de respirer, il respire. Il respire déjà, ou on ne dit pas de courir, il court. Ce qu'on lui dit, c'est t'es fort, t'es ta meilleure, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que je t'aime. Et moi, je les encourage, les hommes, à dire ça. Alors, c'est con, je passe pour... C'est bizarre. Hein, et je leur dis ça. Je dis, elle n'a pas besoin de vous dire de respirer. Regardez, elle respire, votre femme. Dites-lui que vous aimez, qu'elle est belle, mais je veux rien entendre. Hein, chuchotez-lui à l'oreille. Et ça, c'est vraiment des mots tout simples, mais ça va donner à l'homme, justement, sa présence. Parce que sinon, ils ne savent pas quoi faire.
C'est vraiment un message très, très simple parce que c'est la femme qui va être puissante. L'homme, il ne pousse pas, hein. C'est la femme qui va pousser. Hein, l'homme, il est juste présent ou pas. Donc, soit dans sa peur ou dans son incompétence. Enfin, il a l'impression de servir à rien, mais il ne sert pas à rien. Comme il est, il ne sert pas à rien, il est là. Ou même absent, il est là aussi. Il a fait son enfant, donc il est là. Hein, et encore une fois, d'idéaliser, voilà, il faut avoir la meilleure sage-femme, le meilleur mari, le meilleur truc, le meilleur environnement. Oui. Mais si ce n'est pas là, c'est possible d'accéder à son féminin sacré aussi. François, tu veux parler, je crois. Voilà, un homme qui parle, puisqu'on parle des hommes, autant que les hommes, ils parlent aussi. Hein. Ils connaissent peut-être aussi ce qui se passe en eux et puis comment ça se passe. Je voudrais d'abord témoigner de la naissance de mon fils avec mon épouse qui avait 48 ans pour son premier enfant. Donc, je l'ai accompagné pendant toute la période de gestation et j'étais présent à l'accouchement. Malheureusement, elle n'a pas pu accoucher naturellement, on voulait le faire à la maison. C'était avec une péridurale, mais c'était avec un environnement médical et puis le médecin qui était très accueillant. Parce qu'avant, pendant la période, comme elle avait déjà 48 ans, donc elle était sous surveillance, on voulait en faire... bon. Mais toujours est-il que j'ai discuté avec le gynécologue et puis on a discuté pendant 1 heure pour dire que ce qu'on voulait, comment on voulait que ça se passe et puis qu'on était des personnes responsables et que donc on n'a pas eu de sondage pour voir si l'enfant était normal, enfin des trucs comme ça. Donc, mais pour l'accouchement, donc mon épouse, elle a chanté pendant tout l'accouchement. Donc ça c'est une chose aussi qui est importante, elle n'a pas demandé l'autorisation de chanter ou de trucs. Oui. Donc, c'était dans un environnement sonore. Moi, j'étais présent. Bon, je suis tombé dans les pommes, paraît-il. Je ne me souviens pas, mais j'étais là. Et puis après, j'ai accueilli l'enfant, le fils qui pleurait un petit peu au départ, mais dès que je l'ai pris, que je lui ai parlé, il a arrêté de pleurer. Parce qu'on avait fait tout un travail avant. Puis après, le gynécologue avait demandé à ce que, l'obstétricien avait demandé à ce qu'on amène de l'eau aussi pour le baigner. Donc, il connaissait naissance, tout ça. Et donc, pour dire que les choses se sont très bien passées et avec un retour, disons, tout à fait normal. Et puis avec toute une préparation quand même en éducation prénatale qu'on avait fait avant. Donc, c'était une continuité. Mais je voudrais quand même préciser qu'on parle de l'accouchement, de la femme, de la mère, mais quelque part, j'ai l'impression qu'on oublie la puissance du bébé qui arrive. Et en fait, c'est lui qui est le maître d'ouvrage. C'est lui qui commande et qui déclenche le processus. C'est pas la mère, c'est le bébé. Les deux. Les deux, oui. Les deux. Voilà, défends-toi. Je ne me défends pas du tout. Mais l'âme du bébé, il n'y a pas d'ego chez le bébé. Continuez. Il n'y a pas d'ego. Il n'y a que nous qui avons de l'ego à mettre dehors pour accéder au sacré. Donc, c'est une alchimie. C'est comme un couple. Hein. Ce n'est pas l'homme ou la femme qui a raison ou tort. Non. C'est les deux qui vont faire. Waouh! Et alors, j'adore Françoise qui nous montre un bon exemple de faire avec ce qui est. Ta femme, il y avait une césarienne, donc il n'y avait pas besoin de l'homme au moment, mais hop, t'es tombé dans les pommes. J'adore. Donc, tu n'étais présent que dans le subtil, pas dans le physique. Eh bien oui, on fait avec, c'est beau. Et de toute manière, si au moment de la naissance, il y a des choses qui se passent qui sont pas jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à cet état extatique, tout peut se réharmoniser après. Hein, tout est réversible, tout est changeant et cet amour inconditionnel, on peut le vivre au moment de la naissance, mais aussi après et faire que dans le couple, il puisse s'exprimer aussi dans le couple après. Hein, c'est pas grave si ça s'est passé, enfin c'est pas grave, c'est pas définitif ou voilà, hop, on n'est pas condamné s'il y a eu un événement, si les femmes qui ont déjà accouché là, oui, c'est pas grave, on peut tout transformer. Hein, tout est possible de transformer pour de toute manière accéder avant notre mort, si possible, à ce sacré qui se manifeste tout le temps.
Oui, tout le temps et simplement, j'aimerais juste rajouter un peu ce regard du père et je remercie les personnes qui ont mis ce sujet tellement fondamental. Moi, je pense que c'est voilà, le plein potentiel aussi des couples hein, dans leur intimité, des couples et des familles. Hein, alors, aussi, bien sûr, la présence du bébé, bien sûr, bien sûr. J'avais envie de parler de la puissance du couple hein, ensemble. Moi, ça m'a permis de voir la place du père de manière assez différente. Et encore une fois, c'est les pères qui m'ont montré. Hein, je leur ai rien enseigné, ils m'ont montré. Si en tout cas, je les laissais libres, je les regardais. Alors oui, il y en a, ils ont été effectivement cotisés dans ce respire, respire. Mais quand je regardais la femme, bien souvent, ça passait. Parce qu'ils étaient alignés. Moi, je ne savais pas les mots qui allaient être justes pour elles. Ils se connaissent bien mieux que moi, je ne les connais. Il y avait vraiment quelque chose d'assez magique qui se créait. Et puis j'ai vu, voilà, c'est le plus grand enseignement pour moi, justement cet aspect sexuel de l'accouchement. Eh bien, ce sont les hommes qui me l'ont montré. J'ai assisté à 3 naissances tout dernièrement où c'était extrêmement clair, sans aucune préparation, juste des hommes qui ont été dans cet instinct-là, hein, parce que le sacré, c'est important de savoir que ce n'est pas un lieu où on a pour but d'arriver, hein, mais c'est simplement notre état d'être originel. Donc c'est simplement, oui, peut-être enlever quelques couches pour y avoir accès, mais c'est quelque chose d'assez instinctif. Et j'ai vu notamment un homme qui n'était absolument pas ni dans un processus de préparation, ni rien du tout. Il a 18 ans, sa compagne a 18 ans, ils accouchent à domicile. Alors cette femme, elle était plutôt accompagnée par sa mère et sa grand-mère ce jour-là. Donc nous, les sages-femmes, on était là. Et puis lui, il est arrivé vraiment au moment où le bébé naissait. Il s'est mis à s'émerveiller. Il s'est mis à pleurer et la tête du bébé arrivait et il a posé sa main et il s'est mis à caresser la vulve et le clitoris de sa femme avec tout humide comme ça. Et elle qui était dans un processus un peu de fermeture, elle s'est mise à gémir, elle a tout ouvert et le bébé il est né dans les mains de son père. Alors moi j'ai regardé ça, 18 ans, tout à fait magnifique. D'un pur instinct, hein. Personne ne lui a dit que c'était ça, d'être au contact du féminin sacré, c'était juste ça. Et puis j'ai vu un autre père de 20 ans, là, décidément, cette génération est absolument géniale, il donne beaucoup de confiance pour la suite. Et ce jeune homme aussi accompagne sa femme pendant le travail d'accouchement, mais ils étaient effectivement dans cette atmosphère d'intimité, puisqu'ils avaient pu accoucher chez eux. Et donc, et naturellement, eh bien, cette femme, au milieu du travail, se met à faire des contractions qui ralentissent, tout le rythme ralentit, etc. Et lui, il s'approche d'elle. Je pense qu'il a trouvé tellement belle, il s'est mis à lui caresser les seins, à l'embrasser langoureusement. Alors, je suis assez vite sortie de la pièce. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. C'est juste que de l'extérieur, j'ai entendu que les contractions revenaient. Voilà. Donc, je trouve qu'aussi cet aspect d'intimité, hein, cet aspect aussi du couple. J'ai vu aussi un couple de femmes accoucher de leur bébé d'une manière incroyablement sensuelle et beau, remplie d'amour. Et je veux dire, la compagne, le compagnon, la personne qui est là, si on lui laisse tout l'espace, que voilà, il n'y a absolument pas de recette toute faite, c'est incroyable ce qui peut se passer aussi. Donc ça, c'est le plein potentiel aussi, l'autonomie des couples et des familles qui, quand elle est respectée, montre tout son potentiel, voilà, toute sa puissance. Bon, Amandine, tu vas nous faire… on va avoir du mal dans les hôpitaux en France, là, si tout ça se passe. Oui, bien sûr. Hein? Je pense que c'est possible, avec la porte fermée de temps en temps, un peu plus que d'habitude, et une lumière plus tamisée. Naturellement, il y a quelque chose qui peut émerger. Hein, mais je suis d'accord, c'est un environnement, bien sûr, qui est plus difficile. Et on essaye maintenant de mettre les pères, de mettre des lits doubles, même un lit double, que le père ne soit pas sur un espèce de matelas pourri, mais on n'en est pas là encore. Moi, je vois là où on en est, on a du mal à donner un petit déjeuner au papa parce que quand même, non, c'est pas, les papas sont… Hein, donc, oui, potentiellement, c'est génial, Amandine. Il faut que les femmes, elles appuient là-dessus, mais il faut s'attendre à ne pas avoir un accueil, comme tu dis, merveilleux ici en France de ça, quoi. Enfin, je peux juste rajouter un tout petit mot, Amandine, par rapport à ce que tu as dit par rapport aux hommes. Donc moi, je suis une grand-mère, hein. Donc j'ai 7 petits-enfants avec 2 fils, donc ils ont bien travaillé. Et sur les 7, il y en a un qui est né à l'hôpital, un qui est né en maison de naissance et les 5 qui sont nés à la maison. Donc ce que je voulais dire, pour être optimiste, hein, c'est que, par exemple, ce que tu racontes par rapport à ce papa qui naturellement est venu, je pense que moi, en tant que femme occidentale et française, le travail que j'ai pu faire tout au long de ma vie a permis à mes enfants, à mes fils donc, de se réapproprier un masculin avec un féminin bien intégré et une écoute
qu'ils ont pu mettre au service de leur femme et donc de leur famille. Voilà, je voulais juste rajouter ça pour te dire qu'on peut faire le lien. Bon. C'est extraordinaire. Je crois que tu le disais, Anne-Sophie Charpentier, c'est 0,1% de gynécologues obstétriciens en France qui avancent avec cette conscience-là. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose de cet ordre-là. Moi, j'imagine que les statistiques sont approximatives. Mais ce que je veux juste te dire, c'est qu'au niveau de Naître Perle, en présence, conscience, accompagnement, on est à 130%, parce que si vous voyez la qualité des gynécologues obstétriciennes, des sages-femmes, des doulas, de toutes les personnes qui sont ici, on explose les statistiques. Donc, tout est possible maintenant, au présent, et évidemment pour les générations futures. Donc, merci Oui. Muriel de nous apporter ce témoignage de grand-mère, parce que c'est grâce à vous que nous en sommes là aujourd'hui. Je rebondis encore quand on disait il ne faut pas demander. Hein, vous vous êtes permis, en tant que femme, de ressentir et de demander. Et l'homme, le féminin est initiateur. Hein, les femmes sont initiatrices. Le féminin est initiateur. Donc, de demander, c'est comme de demander dans la structure, on demande. Et hop, ils vont vous suivre. Et si c'est dans l'axe, bah oui. Hein, il faut oser demander. Moi, je vais parler parce que j'ai rien à dire. Il faut juste être. C'est facile hein, en théorie. Et en pratique aussi. Oui, Rien à dire. je vais emprunter les mots de Corinne pour conclure, si tu veux bien, Corinne. C'est d'être la nature que l'on est. Hein. D'être la nature que l'on est, avec beaucoup de confiance que le sacré est juste là. Hein. C'est pas quelque chose de plus grand que nous, c'est juste que l'on est naturellement. Hein. Grande confiance en nous et en ce plein potentiel qui est à l'intérieur de nous. Merci à tous pour votre présence, votre participation. C'était très, très riche. Merci à toi, Anne-Sophie. Merci beaucoup.